Pétresse le plaisir de vous proposer cette conférence en partenariat avec l'Association des Amis du Musée d'Air et d'Espace et l'ARCOS. L'ARCOS a été créée en janvier 90. C'était à l'origine une amicale regroupant les personnes ayant travaillé sur Concorde. L'ARCOS, depuis l'arrêt de Concorde en 2003, recueille des témoignages et continue à valoriser l'histoire du Concorde et d'alimenter le site Concorde Référence. Je remercie tout particulièrement notre conférencier du jour, Pierre Grange. Pierre Grange a commencé sa carrière aéronautique par un stage à l'École nationale de l'aviation civile en 1965. Pendant son service militaire dans l'aéronaval, il pilote sur Nord 262 et sur Breguet Alizé. En 1971, il entre à Air France en tant que copilote sur Caravelle, puis sur Boeing 707 et 747, avant d'être copilote sur Concorde à partir de 1984. Et puis, il devient en 1986 l'un des pilotes instructeurs. De 1989 à 1993, il travaille pour le centre d'essai en vol tout en continuant à piloter pour Air France. Et il retravaille à 100% pour Air France à partir de 1993. Il s'occupe alors des problématiques de normes et de sécurité, ce qui l'amène à participer à l'enquête sur l'accident du 25 juillet 2000 mené par le BE1. Il participe en 2001 aux campagnes de remise en vol de Concorde. À son départ en retraite, il totalise 18 500 heures de vol, dont 850 en essai et 1360 sur Concorde. Alors, le musée, avec l'AMA, les deux ont la chance et le plaisir de célébrer aujourd'hui les 50 ans du premier vol commercial du Concorde. Mais bien évidemment, Concorde est mise en valeur tout au long de l'année au musée. Alors, bien sûr, par le biais de la présentation des deux Concordes visitables, le 001 et le Sierra Delta, mais aussi par la mise en valeur de toute une série de ressources documentaires. On a préparé d'ailleurs pour vous, dans la médiathèque aujourd'hui, toute une série de brochures et d'archives qui sont conservées dans nos fonds et qu'on a mis en valeur spécifiquement. On présente aussi aujourd'hui et pour 3 mois dans la médiathèque, dans la partie qu'on appelle à bord, une série de films spécifiques sur Concorde. Voilà, vous pouvez aussi consulter en ligne sur les médiathèques et sur le site internet un certain nombre de ressources, notamment des films sur la restauration, l'arrivée en vol du Sierra Delta, ou le premier épisode de la série de films particuliers préparé par le musée, et ce premier épisode est consacré au cockpit du Concorde, dans lequel Béatrice Vial, copilote de Concorde, nous donne des explications très intéressantes sur l'avenir. Voilà, donc je remercie par ailleurs Cynthia Laballe et Camille Billan et Khalid Daoud de nous avoir permis d'organiser cette manifestation et d'être aux commandes de la régie. Et je passe la parole à Pierre Grange, en le remerciant très vivement de bien vouloir partager avec nous ses immenses connaissances de Concorde et nous transmettre l'histoire de ce bel oiseau blanc qui est très certainement un des avions les plus emblématiques de l'histoire de l'aviation. Je vous laisse la parole. Merci Madame Pétraton. Merci au Musée de l'Air de me permettre de m'exprimer dans ce splendide auditorium. Et merci à la AMA qui, je le sais, est à l'origine de cette conférence. Je vais présenter cette conférence qui est un peu originale, qui prend comme fil rouge un vol Paris-New York en Concorde, mais qui forcément sera précédé d'une introduction un peu sur des particularités. Qu'est-ce que c'est que le vol supersonique? Sur une notion sur le trafic aérien mondial, puisque je vais me permettre de terminer en faisant un zoom sur l'impact du décalage horaire sur le transport supersonique, et j'ose faire un bilan de l'exploitation Concorde, sachant que aujourd'hui nous sommes 50 ans après le début de l'exploitation régulière de Concorde. Il est peut-être temps qu'on présente un bilan ou des conclusions sur cette exploitation. Alors sur le vol supersonique, d'abord le nombre de Mach. Le nombre de Mach, c'est le rapport de la vitesse de l'avion par rapport au son. C'est-à-dire à Mach 1, on va aussi vite
que le son que l'on produit. À Mach 2, on va 2 fois plus vite. En gros, la vitesse du son diminue avec l'altitude, donc dans la stratosphère, à Mach 2, on vole à 2160 km/h en gros. Et alors, on en arrive forcément à évoquer le mur du son. Le mur du son, c'est une appellation des années 60 qui peut paraître désuète. La notion de mur est à voir comme difficulté. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Anglais parlent de sound barrier, la barrière du son. Elle tient à plusieurs raisons. La première chose, c'est l'aspect performance. Si vous n'avez pas un appareil avec des profils bien adaptés et une grosse propulsion, vous irez jamais en supersonique. Concorde a des lignes d'avions de chasse pointues, des bords d'attaque effilés, et c'est pour ça qu'il a le nez qui bouge. Parce que si le nez était, ça c'est la position pendant pratiquement tout le vol, si le nez restait dans cette position, eh ben on verrait pas la piste à l'atterrissage. Donc, le nez se bascule pour simplement donner la vision au pilote de la piste, ce qui est quand même la moindre des choses. Le deuxième aspect qui justifie l'aspect mur du son, c'est-à-dire difficulté, ce sont les qualités de vol. Quand on passe en supersonique, les lois aérodynamiques changent radicalement, avec un déséquilibre de l'avion, des pertes d'efficacité des commandes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les nombreux accidents survenus dans les années 46-47 lorsque les gens s'attaquaient à ce mur. Alors pour contrer ce déséquilibre longitudinal, sur Concorde, on déplace du carburant, ça tombe bien, on en a beaucoup, vers l'arrière quand on passe en supersonique. Et évidemment, à l'inverse, on n'oubliera pas d'en passer sur l'avant quand on reviendra en subsonique. La dernière chose qui fait penser à un mur, c'est le fameux bang sonique. Alors, qu'est-ce que c'est que le bang sonique? Si vous avez un avion supersonique qui vient vers vous, par définition, vous n'entendrez rien, puisqu'il va plus vite que le son qu'il produit. Mais en revanche, quand il va passer à côté de vous, ou au-dessus de vous, toutes petites différences de pression sonores vont s'additionner pour faire un grand bruit qui s'appelle le bang sonique chez nous et le boom sonique chez les Anglais. Et ça donne l'impression que l'avion passe le mur du son. Alors ça, c'était dans les années 50, 60, les gens adoraient aller dans les meetings et entendre les Mr. 4 de Rozanoff et d'autres qui passaient le mur du son. Sauf qu'on s'est rapidement aperçu que c'était quand même une nuisance au sol. Et c'est une nuisance parce que vous êtes surpris par le boom. Vous voyez, quand vous êtes au bord d'une autoroute, les voitures passent plus ou moins fort, mais là, vous faites rien, tout est silencieux, et tout d'un coup, bam, bam. Et donc, c'est pour cette raison que début 73, le vol supersonique a été interdit au-dessus des terres habitées. Et il faut savoir que Concorde en vol, comme tous les avions supersoniques d'ailleurs, 30 000 pieds, 40 000 pieds Mach 2, il va traîner un tapis de bang de 80 km de large. Et pendant toute l'exploitation, nous avons veillé à ce qu'aucune partie de ce tapis de bang touche une terre habitée. Voilà, ça c'était une petite introduction sur ce qu'est le vol supersonique. À présent, je voudrais vous parler du trafic aérien mondial dans lequel Concorde va évoluer. Vous avez ici une capture d'écran d'une application qui s'appelle Flight Radar. Chaque petit point jaune, c'est un avion qui se déplace. Et vous avez là, bien sûr, ça va être accéléré. Vous voyez la zone de nuit là, et voilà ce qui se passe. Vous voyez le nuit s'est accéléré. On voit Alors, deux conclusions. La première, c'est que principalement, le trafic aérien est dans l'hémisphère nord. La deuxième conclusion, c'est que ce trafic est articulé autour de trois grands pôles, qui sont l'Extrême-Orient, la Chine et le Japon, l'Europe de l'Ouest
et les États-Unis, bien sûr. Et si on fait un zoom sur l'Atlantique Nord, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. Là, vous voyez, c'est la nuit. Il y a encore beaucoup d'activités aux États-Unis. Et si j'active, vous voyez une vague qui va de nuit des États-Unis vers l'Europe de l'Ouest. Le jour se lève sur la France, la vague se poursuit, et quand le jour va être levé sur l'Europe de l'Ouest, cette vague se tarit, s'arrête, et va être remplacée par une vague dans l'autre sens, vers l'Ouest, de tous les avions qui se rendent de l'Europe de l'Ouest vers l'Amérique du Nord. Et ça existe depuis l'arrivée des avions en réaction, des jets, comme le Boeing 707 et autres. Et ça, c'est cette espèce de va-et-vient, vol de jour vers l'ouest, vers les États-Unis, vol de nuit vers le retour, s'explique à cause du décalage horaire. C'est une raison très simple. Quand vous prenez un avion, votre heure d'arrivée, c'est bien sûr votre heure de départ, plus le temps de vol que vous allez passer, plus le décalage en valeur algébrique, plus ou moins. Alors si je prends l'exemple du vol 004, c'est un vol d'Air France, un Boeing 777 qui a décollé ce matin. Son horaire, c'était 10h30. Il arrive à Kennedy à 13h. Pourquoi? Parce que il va mettre 8h30 de vol, plus moins les 6 heures de décalage, puisqu'il y a moins 6 heures, il arrive 2h30 après son départ. Et ça, c'est épatant, quoi. Parce que 10h30 de décollage, vous êtes levé à 1 heure à peu près correcte, vous avez fait votre vol pas trop inconfortable, et vous arrivez en tout début de l'après-midi, la journée est devant vous, donc les passagers apprécient bien. Et ça arrive à... Donc c'est cette conclusion que vers l'ouest, on va en vol 2 jours sur l'Atlantique Nord. Mais si je fais l'inverse, le même avion qui s'est posé donc à 13h à Kennedy, il va redécoller à 17h30 et va se poser à 7h du matin à Paris. Pourquoi? Parce que il fait 7h30 de vol. Vous remarquez, c'est 1 heure de temps de vol de moins qu'à l'aller à cause des vents. Mais bien que le temps de vol soit plus court, avec les 6 heures de décalage, il a 13h30 de ce que j'appelle le temps de vol ressenti, 13h30. Alors 13h30, si vous le faites 2 jours, vous avez perdu votre journée. Ça sert à rien d'être dans un avion. Donc autant être à bord d'un avion et de se reposer. C'est ce qui se passe encore une fois depuis le début de l'aviation en réaction. Et c'est ce qui explique ce que vous avez vu tout à l'heure, que vers l'Amérique Nord, les vols de jour sont vers l'ouest et les vols de nuit sont vers l'est. Une dernière aparté avant de commencer notre petit vol en Concorde vers New York, c'est les routes subsoniques vers l'Atlantique Nord. Alors, on sait ou on ne sait pas, mais il y a entre l'Amérique Nord et l'Europe de l'Ouest un jet stream, le jet polaire, qui est bien connu, c'est une particularité météorologique, un vent très fort qui se situe entre 9 et 10 000 mètres d'altitude et qui va de 60 à 150 nœuds, c'est-à-dire de 100 à 250 km/h. Et donc, les avions subsoniques qui volent, eux, à 850 km/h, eh ben, c'est gênant s'ils ont ce vent de face. Alors, j'ai pris un exemple, vous voyez, un vent, supposons qu'aujourd'hui, le jet soit comme ci. Vous avez un organisme qui s'appelle l'OTS. OTS, ça signifie Organized Strike System, c'est-à-dire l'organisme qui calcule pour chaque jour, hein, des routes. Là, ce sont les routes qui vont vers l'ouest et qui donc s'écartent du vent fort de manière à ce que les avions ne soient pas trop pénalisés. Ça, c'est les tracks de jour. Et puis, pour la nuit, ils présentent de la même manière un réseau de tracks retour, track ça veut dire route, excusez-moi, un réseau de routes aériennes retour qui permet aux avions de profiter à l'inverse au maximum du vent arrière. C'est ce qui
C'est ce qui vous explique que les horaires sont conçus, tiennent compte de ça, puisque vous avez vu tout à l'heure 7h30 pour rentrer alors que 8h30 pour aller. Et ça, donc, retenez simplement qu'il y a chaque jour, l'OTS publie des routes aériennes atlantiques qui vont vers l'ouest de jour, qui seront utilisées de jour, et des routes qui retournent de nuit. À présent, je vous propose de faire un petit Paris-New York en Concorde et revenir un peu sur l'histoire de Concorde. Donc, nous fêtons actuellement donc, les 50 ans du premier vol régulier en Concorde. C'était le 21 janvier 1976. Air France mettait en ligne le Fox Alpha sur Rio. C'était à la limite mettre ses pas dans l'aéropostale. C'était un magnifique symbole. À cette occasion aussi, cet avion arborait une nouvelle livrée qui est toujours utilisée, en vigueur. Il a fallu presque 2 ans, pour ceux qui ont connu l'époque de tractation avec les États-Unis. Donc le 22 novembre 1977, on a ouvert le premier New York. Sachez que sans l'ouverture de New York, l'exploitation s'arrêtait en 1982 au dernier délai. C'est très important de pouvoir utiliser New York. Alors quand on parle de Concorde, on est obligé quand même de donner quelques chiffres. On va partir vers New York. Sachez que l'avion est toujours plein, donc on va avoir une charge de l'ordre de 10 à 12 tonnes et on va décoller au maximum de la masse maximale de 185 tonnes et on aura plus de la moitié de la masse de l'avion composé de carburant puisqu'on va embarquer 95 tonnes. Et une dernière particularité, tous les pilotes sur leurs avions, quels qu'ils soient, ont des vitesses maxi à utiliser. Donc la VMO, vitesse maxi en opération, le MMO, le Mach maxi en opération qui est à 2,04 sur Concorde. Et bien Concorde en plus, il a une température maximale en opération qui est à 127 degrés et on verra plus loin mais que parfois on va la tutoyer. C'est un avion qui a eu des surnoms. Nous disions qu'on était sur le pointu et tout le monde comprenait. Aujourd'hui, on parle du bel oiseau. C'est plus poétique, le bel oiseau blanc. Je crois que cette appellation, elle vient de son aile delta. Delta, c'est un grand triangle isocèle, mais qui a été tellement travaillé pour à la fois l'optimisation supersonique et une bonne capacité d'approche en subsonique. Elle bénéficie d'un profil néo-gothique et c'est cette posture en approche qui, je pense, lui donne cette appellation de bel oiseau blanc. La grandeur de Concorde, c'est d'être un transporteur de passagers, 2 cabines, 40 et 60 personnes, avec les galets qui sont au debout. Les galets, vous savez, c'est un terme issu de la marine, c'est à la fois la cuisine, les offices, c'est là où il y a les repas, les boissons, les fours, tout le matériel, et au milieu, toilettes et vestiaires. Alors, je vous engage, si vous l'avez fait, à aller vous promener dans les Concordes qui sont exposés dans le hall Concorde, et on est toujours surpris de l'étroitesse de la cabine. Et sachez que c'est pas lié au Concorde, c'est que tout avion supersonique aura toujours un fuselage étroit. C'est une question d'aérodynamique, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'il avait un fuselage tout rond comme un 77, il passerait jamais en supersonique. Pour conduire un Concorde, il faut un équipage de 9 personnes. 3 équipages techniques, donc 2 pilotes, dont un commandant de bord et un mécanicien navigant, et 6 PNC, hôtesse et steward. Généralement, Air France essayait d'avoir 3 dames et 3 messieurs, et il y a un ou une chef de cabine. Alors on va se retrouver 10 minutes avant la mise en route. 10 minutes avant la mise en route, l'avion termine le chargement. Le chargement se fait à l'ancienne, avec à la main, il n'y a pas de passerelle. Concorde est un avion qui n'est pas autonome. Pour des raisons à la fois de masse et de sécurité, il n'y a pas d'APU, vous savez, de système autonome. Donc jusqu'au bout, il va falloir qu'il garde 2 groupes électrogènes. Et puis pour son démarrage, il a ici
un petit groupe pneumatique haute pression qui va lui permettre de démarrer les moteurs. Et ce qui implique que pour qu'il soit autonome, il faut qu'il démarre un moteur de chaque côté. Il n'y a même pas de transfert de pression entre les deux. Donc, on va 3 à 5 minutes avant le bloc. L'heure de bloc départ, c'est 11 heures. Dans la plaine de France, ils avaient l'habitude de dire qu'ils mettaient leur montre à l'heure au passage du Concorde. C'est une image, bien sûr. Donc, on va démarrer les moteurs, un moteur de chaque côté, le 2 et le 3, par ces groupes pneumatiques, de manière à repousser à l'heure, puisque c'est quand même l'objectif. Voilà, c'est une séance de repoussage, c'est ce que vous voyez tous les jours sur les aérodromes. Donc, vous avez quelqu'un qui conduit le tracteur, vous avez le plus important ici, vous avez le mécanicien qui accompagne, il est en liaison interphone avec le commandant de bord et il surveille la mise en route du 1 et du 4. Peu de temps après, la mise en route est terminée, là le phare de roulage est allumé, donc l'avion va rouler. Durant le roulage, les hôtesses et les stewards font ce qu'ils font sur tous les avions. La préparation de la cabine, avec l'armement des toboggans, hein, vous vous souvenez, contrôle des vis-à-vis, et vérification de la cabine, si tous les passagers sont bien assis. Encore une fois, on est plein la cabine est pleine, hein, c'est quand on va à New York. Et puis le verrouillage des galets, ça c'est une particularité très importante sur Concorde. Il y a eu des gros incidents où un chariot se déverrouillait et partait à travers la cabine avec des dégâts parfois importants. Ça, c'est ce que dit le pilote qui est aux commandes et qui assure le décollage. Il dit, bon, les gars, vous êtes prêts? Attention, décollage, top. Le top est donné par le claquement des manettes en butée avant. Et il rappelle la vitesse de décision, V1. 147 nœuds, ça fait 270 km/h. En dessous de cette vitesse, on peut éventuellement s'arrêter, pas pour n'importe quelle raison, mais on peut éventuellement s'arrêter. Au-dessus, dans tous les cas, il faut poursuivre parce que l'avion ne pourrait pas s'arrêter. Au passage, vous voyez à l'arrière des moteurs les flammes des post-combustion que l'on voit bien aussi sur cette image prise au décollage. Concorde, du fait de son aile delta, avait toujours des vitesses de décollage élevées, de l'ordre de 200-220 nœuds, qui fait quand même 400 km/h. Et c'est pour ça qu'il accélérait fort, parce que dans la même distance, il fallait qu'il prenne à peu près 50 à 100 km/h de plus qu'un avion lourd subsonique. Et par contre, à ce moment-là, c'est une débauche de carburant parce que les post-combustion, c'est vraiment pas économique. Donc là, l'avion, comme vous le voyez, il consomme 80 tonnes à l'heure. Alors, sachant qu'on a mis 95 tonnes au départ, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, dès 150 mètres d'altitude, de hauteur, on va couper les post-combustion et puis on va monter puisque ça va être continu pendant le vol. Et derrière, un des grands défis de l'équipage commercial, c'est de passer un service première classe en moins de 3 heures opérationnelles. Donc, pour l'apéritif, les commandes ont été prises au roulage et dès la libération, dès qu'ils peuvent se détacher, on part dans le service des apéritifs. Et puis alors, c'est pas un apéritif cacahuètes chips, hein. Ça va être bien sûr champagne et caviar, puisque, encore une fois, c'est un service première classe. Alors nous, devant notre route, on va aller vers la balise d'Évreux, et puis on va tourner à droite vers Le Havre, et on passera supersonique après avoir passé Le Havre, ce qui nous permet d'être pratiquement sans arrêt en accélération. Alors là, j'ai fait un parallèle entre un profil de vol subsonique sur l'Atlantique Nord et un vol supersonique, Concorde. Donc là, le subsonique, lui, il monte en haut à 10 000 mètres, et puis après, il va se mettre en palier, et au fur et à mesure de son allègement, lié au délestage carburant, il va monter par cran. J'ai mis 13 000 mètres, mais c'est vraiment un grand maximum pour un avion subsonique, et puis il va descendre sur New York. Concorde, lui, comme on l'a vu, il monte, on va s'arrêter à 8400 mètres,
parce que sinon il faut passer en supersonique et on n'a pas le droit, c'est la Terre. On attend le Havre, et en arrivant le Havre, et je l'ai mis en rouge parce que là on va rallumer les post-combustion pour monter, et sans post-combustion on ne peut pas passer en supersonique, pour monter jusqu'à 13 000 mètres où on atteint Mach 1,7. Là on coupe les post-combustion et on continue avec l'allègement à monter. À 15 000 mètres on accroche Mach 2, là on est par le travers ouest de l'Irlande, et le vol se poursuit jusqu'à un maximum de 18 000 mètres qu'on n'atteint pas toujours quand on va vers New York. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes dans la troposphère. Comme M. Jourdain, il est dans la troposphère sans s'en rendre compte. On est dans la troposphère, c'est-à-dire au sol, on a une température tempérée, et la température va diminuer de 6 degrés par 1000 mètres jusqu'à atteindre moins 55. À moins 55, la température devient stable et on est dans la stratosphère. C'est pour ça que ça s'appelle la tropopause. La troposphère fait une pause. Et ce qui est remarquable, c'est que tous les phénomènes que l'on connaît, les orages, les coups de vent, tout ça, ça se passe dans la troposphère. Les orages, les typhons, tout ça, ça ne dépasse pas la troposphère. Même le jet stream dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est au niveau de la tropopause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en supersonique, en particulier en Concorde, eh bien, on est dans un monde un peu idyllique de la stratosphère. Dans la stratosphère, la température est à peu près stable. Le vent s'est calmé, il n'y a plus de turbulence, et je n'ai pas souvenir d'avoir vu attacher les passagers en vol en croisière supersonique. Alors la question, là, on a dit, on a passé le Havre, on a accéléré, et ce jour-là, l'OTS a publié les routes vers l'ouest. Et donc, que va faire Concorde? Alors, figurez-vous que, comme je vous l'ai dit, le vent se calme en stratosphère, pas totalement, généralement, on a parfois vu des vents qui vont jusqu'à 50 nœuds de composante moyenne, ça fait 100 km/h. Mais comme Concorde va à 2100 km/h, eh bien, Concorde est peu sensible au vent. Donc lui, il ne va pas tenir compte de ces routes. Il ne va pas tenir compte de ces routes, mais l'équipage, lui, il va quand même savoir dans sa doc qu'il a des tracts. Parce que s'il y a un besoin de descendre en urgence, il est bon de savoir où se trouvent tous les vols subsoniques. Alors si vous laissez faire un pilote de Concorde, il va prendre le chemin le plus court. Si vous prenez un globe, vous tirez un brin de laine, voilà la route la plus courte entre New York et Paris. D'ailleurs, en gros, c'est la route qu'a pris Lindbergh dans l'autre sens, c'est là. Mais si vous faites ça, comme on n'a pas le droit d'être en supersonique sur les terres, eh bien, on perdra la moitié. On pourra faire du supersonique entre l'Irlande et Terre-Neuve. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On augmente un peu de 300 km la route, et ça nous permet d'être en supersonique dès Le Havre jusqu'au travers de l'aérodrome de Kennedy. Voilà, là vous avez les trois routes qui étaient utilisées en Concorde. La route Sierra Mike, qui est la plus courte, qui est utilisée à l'aller. La route Sierra Novembre, a priori au retour, et puis une route de délestage en cas d'encombrement, mais enfin avec 3 avions sur l'Atlantique dans la journée, c'était rarement encombré. Voilà une image de prise du cockpit. Bon, il y a 15 minutes qu'on a décollé de CDG, et là on est dans un moment difficile. Mach 1,08, les moteurs sont en butée plein gaz avec les post-combustion, et ça avance tout doucement, tout doucement. Mach 1,08, c'est le moment où l'avion peine. Pour info, là, autant je vous ai dit que Concorde n'est pas sensible au vent, autant la température, ça gêne. Si par exemple là, la température est plus chaude que la moyenne, on va perdre du temps et ça peut aller jusqu'à mettre en péril la mission, parce qu'on va consommer du temps, on va rester plus longtemps dans cette phase de transsonique. Voilà ce que l'on verrait si on était à l'extérieur.
Et derrière, bien sûr, après Mach 1, le service doit commencer. Encore une fois, le temps est compté. Les hôtesses et stewards sur Concorde étaient les seuls PNC de la compagnie à avoir une tenue spécifique pour le vol. Donc les stewards étaient en Spencer blanc et les hôtesses en robe Dior, je crois, mais j'ai fait disputer l'autre jour parce que je me suis trompé de type de robe, donc voilà. Et le service débute à ce moment-là. Alors là aussi, c'est pas un apéritif, c'est pas une entrée de type œuf maillot, hein, c'est plutôt homard, langouste, des choses comme ça. Un service première. Et voilà, devant, nous sommes arrivés à Mach 2, encore une fois dans la stratosphère. On est heureux, quoi. Sauf qu'on n'est pas loin de la limitation de température. La limitation de température, elle nous arrive, normalement en stratosphère, il fait moins 55, mais si il fait moins 50, ce qui arrive parfois, donc 5 degrés de plus que ce devrait faire, ce jour-là d'ailleurs, moins 50, on dit il fait chaud aujourd'hui. Eh bien, on commence à toucher la température maximale autorisée de 127 degrés, et l'avion est baigné entièrement dans un flux de plus de 100 degrés. C'est pour ça d'ailleurs que les glaces du cockpit étaient doublées de plexiglas isolant pour éviter, pas qu'on se brûle, mais enfin, parce qu'avoir une planche à rôtir donc le problème de température, on ne va pas le développer ici, mais c'est un problème qui est sous-jacent dans tout ce qui est aviation supersonique, et c'est ce qui est fait d'ailleurs que Concorde, qui était prévu pour Mach 2.2 lorsqu'il a été lancé en 62, a vu un Mach maximal de 2,04. Alors Air France veillait à avoir une gastronomie, une image de gastronomie, donc évidemment les vins étaient choisis, ainsi que les plats qui, bien que servis en cassolette, étaient des plats de grande qualité. Nous devant, c'est un beau moment, j'allais dire, et on parle parfois du ciel de Concorde, parce que à 17 000 mètres d'altitude, les 9/10 de l'atmosphère sont en dessous de nous, donc le ciel il est bleu nuit, il n'y a pratiquement plus d'atmosphère au-dessus de nous. On voit aussi la rotondité de la Terre. Ici, c'est une image vue de la place copilote où on voit la navigation en cours. Vous avez la carte de navigation au milieu et puis les deux centrales de navigation. Celle-ci indique que dans 111 000 nautiques, c'est-à-dire dans 200 km, c'est le prochain point, et le prochain point, on le passera 200 km dans 6 minutes. Derrière, bien sûr, le travail continue. Là, on arrive au café, on est à Mach 2. Rare photo d'hôtesse ou de steward en service, parce qu'autant nous, le PNC, au cockpit, on avait des moments de calme, on se photographiait. Eux, quand ils travaillaient, ils avaient autre chose à faire qu'à se photographier. Il y a eu quelque chose là. Il y a un petit quelque chose. Quelqu'un, la régie? Voilà. Donc, le vol se poursuit. On va poursuivre notre vol au large des côtes américaines. Et on va bientôt approcher de Terre-Neuve. Je vais essayer de prendre de l'élan. Je vais prendre l'élan. Voilà. En prenant un peu d'élan, ça a marché. Bravo. Merci. Donc là, le vol va se poursuivre, comme on l'a dit, au large des côtes, puisqu'on n'a pas le droit de survoler les terres. Et on va arriver au large de Terre-Neuve. Alors, moi, j'ai souvenir que quand vous faites 5 à 6 fois par mois New York en 3h30, ben, finalement, vous vous habituez.
Mais en revanche, voir arriver Terre-Neuve 2 heures après le décollage et passer le travers de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est là, et 2h15 de vol, ça me touchait toujours. Je trouvais ça vraiment épatant. Ensuite, on va arriver, le prochain point, un moment intéressant, c'est 3 heures de vol après le départ. On est par le travers de Cap Cod, qui est là, Boston est là, ici l'île de Nantucket. C'est un moment intéressant dans la vie de l'équipage, parce que nous, l'équipage technique, là, vous voyez, il fait beau, on est serein, on a préparé le briefing d'arrivée, on est même presque impatient de descendre, on va descendre dans 5 minutes. Mais derrière, le cockpit du Concorde n'était jamais fermé, à mon époque. Et on entendait vraiment, avec les galets arrière, la pression montait. Et là, c'est souvent le moment où le chef de cabine passait la tête pour dire on en est où? On lui disait on descend dans 5 minutes. Et il repartait en courant vers l'arrière en disant dépêchons-nous, on descend dans 5 minutes. Alors notre vol va se poursuivre au large donc vous voyez Cap Cod est là. On était là tout à l'heure, on va poursuivre et on va faire la décélération au dernier moment de manière à arriver par la mer. On passe le Mach 1 en descente par ici, face à Kennedy. Voilà l'équipage qui est en approche sur New York, sur Kennedy, la visière est descendue. Et voilà l'avion final. Alors, 2 choses à noter. Concorde approche à une vitesse de l'ordre de 150-160 nœuds. Ça peut vous paraître beaucoup, puisque c'est proche de 300 km/h. Mais il faut savoir qu'un Mirage 3 au même endroit, il est à 190 nœuds, hein, et pas en dessous. Et si Concorde avait été obligé d'approcher à des vitesses de l'ordre de 190 nœuds, il n'aurait jamais été autorisé à s'intégrer dans le trafic moyen court. Deuxième remarque, si vous voyez, il y a un petit Concorde qui est là. C'est le Concorde qui a quitté le bloc aux environs de 8 heures et qui fait le retour vers Paris. Et on en reparlera tout à l'heure. Là, on voit le débarquement. Il est 8h45. Rappelez-vous, on a décollé à 11h de Paris. Et on a fait, voilà, ça c'est un temps à peu près moyen sur le 2h50 en supersonique, et puis que le problème de température est très, très important sur un appareil comme Concorde. Donc là, tout le monde est heureux. Là aussi, on va en reparler. Tout le monde est heureux parce qu'on arrive, l'aérogare est déserte, on va passer rapidement. Donc les clients, ils vont être à 9h15, ils vont être dans Manhattan, quoi. Donc pour eux, c'est merveilleux. Voilà souvent la dernière vision que l'on avait de l'avion avant de prendre la navette. Comme aujourd'hui, le vol a été sans problème, mais en fait, on s'apercevait que dans la navette, la moitié de l'équipage roupillait. Alors, une fois qu'on a terminé ce petit vol, il faudrait qu'on fasse une polarisation sur l'impact du décalage horaire sur les avions Concorde. Alors, je reprends la même logique que tout à l'heure, sur l'impact du décalage horaire. On a décollé à 11h, 3h45 de vol, moins de 6 heures de décalage, ça fait moins 2h15 en temps de vol ressenti. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est encore mieux que sur subsonique. Les gens ont l'impression d'être... on a gagné une journée, quoi. Alors là où commencent les problèmes, dans le transport supersonique, c'est quand on va vers l'est. Parce que quand on va retourner vers l'est, le vol est un peu plus court, à cause du vent quand même, il y a un peu de vent. C'est mis 3h30, c'est pas forcément exactement ça, mais par contre, les 6 heures de décalage s'additionnent, ça fait 9h30. Et avec un temps de vol de 9h30, eh bien, vous êtes incapable de sortir un horaire intéressant, y compris au retour de New York. Alors moi, j'ai connu cet horaire-là. Nous décollions à 13h et on se posait à 22h30. Alors pour l'équipage, c'est extraordinaire. Petit footing dans Manhattan, breakfast. On croisait l'équipage montant, donc on avait un quart d'heure de petits bisous. Et puis après on volait et à minuit on était rentré chez soi. C'était très bien. Mais les compagnies aériennes ne sont pas là pour forcément le plaisir des équipages. Les passagers, eux, à 22h30 déjà, il ne faut pas qu'ils loupent un taxi parce qu'il y a plus grand transport. Et il y avait surtout aucune correspondance.
C'est la raison pour laquelle la compagnie a modifié l'horaire à partir de 1996 pour un départ à 8 heures, qui permet d'arriver à 17h30. À 17h30, vous avez toutes les correspondances. Et maintenant, si vous vous mettez à la place du passager, il a dû mettre son réveil du côté de 5 heures du matin. Le salon Concorde, il l'a traversé au pas de course. Et quand il a embarqué, il n'était pas trop dans l'esprit de prendre champagne, caviar, langoustes, etc. Il avait qu'une envie, c'est de se reposer. On le verra plus tard, c'est pas facile de se reposer sur Concorde. Et en arrivant à 17h30, il a des correspondances, certes, mais il a des embouteillages aussi s'il va sur Paris. Moyennant quoi, le passager Condor, il a perdu sa journée. Là. Il a perdu sa journée. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi on rentre pas de nuit comme les subsoniques? En fait, là, je vous ai mis la silhouette d'un Boeing 777-200. À peu près la même dimension, à 50 cm près, qu'un Concorde. Vous voyez la dimension des fuselages radicalement différents, encore plus apparents, si on les met en superposé comme ça. On comprend tout de suite que dans un avion supersonique, avec un fuselage étroit, vous n'aurez jamais de siège couchette, vous n'aurez jamais d'espace. On peut aller même plus loin, là c'est un comparatif entre le fuselage de Concorde et le fuselage d'un A220, c'est-à-dire d'un Regional Jet. En fait, la conclusion qu'on peut apporter, c'est que le confort de Concorde, mais encore une fois, c'est tous les avions supersoniques, sera celui d'un Regional Jet. D'ailleurs, ici, vous avez un comparatif des deux, vous voyez les deux fuselages, ils sont très ressemblants. Alors, Air France a quand même, néanmoins, a tenté le vol de nuit sur Concorde. C'était sur les retours Rio. Le vol décollait à 20h30, il se posait à 7h du matin, après une escale à Dakar. Alors, le passager qui a payé un tarif première pour se retrouver à 7h du matin à Paris, sans avoir fermé l'œil à l'instant, il ne reprendra pas une deuxième fois. C'est pour ça que vous verrez plus loin, tous ces vols ont été annulés et il n'y a plus ni à British Airways d'ailleurs, de vol de nuit en Concorde. Donc moi, j'hésite pas à dire que le vol de nuit est impossible pour les passagers, s'entend, hein, sur un avion supersonique, parce que les caractéristiques de son fuselage, l'étroitesse de son fuselage empêche d'avoir un espace cohérent avec ce qui se passe actuellement sur le subsonique. Je fais un parallèle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet avion qui s'appelle le Boom, ouverture, qui nous annonce depuis des années le supersonique remplaçant de Concorde alors c'est toujours la même chose, premier vol dans 3 ans, exploitation dans 5 ans. Et on voit que le projet du Overture, il est à peu près aux mêmes dimensions que le Concorde. La seule différence, c'est que les moteurs ne sont pas jumelés, mais c'est exactement, je dirais, un Concorde bis. Eh bien, il a la même étroitesse, donc il aura les mêmes problèmes que le Concorde. Et alors, la conclusion de tout ça, c'est que notre passager qu'on a vu débarquer à New York, heureux comme tout, d'avoir gagné une journée et tout, eh ben, le soir, il nous quitte. Il rentre en première subsonique. À cette époque-là, c'était le 747. La classe première 747, c'était le nez de l'avion, c'était très silencieux, avec des fauteuils qui s'inclinaient un peu. Voilà, donc de ce fait, je vais me permettre, pour terminer cette présentation, de faire un bilan Concorde. En commençant par quelque chose qui est peut-être un peu décoiffant, qui va peut-être en choquer certains, c'est que le transport supersonique ne peut être rentable que s'il va 2 jours vers l'ouest et sur la mer. Et c'est ce qui explique l'échec de toutes les premières lignes régulières qui ont été mises en service par Air France, Rio, Caracas, Mexico, Washington, ne répondaient pas à cette demande. Il faut dire qu'à cette époque, le gouvernement avait obligé en 1972 Air France à acheter des Concorde.
Donc Air France a dit, OK, on prend les Concorde, mais vous allez nous aider. Donc le gouvernement français prenait en compte 90% du déficit d'exploitation. Donc dans ces conditions, Concorde, Air France a continué. Et en 82, et les gouvernements Thatcher et Mitterrand ont dit, bon, ça fait 6 ans que on sponsorise l'exploitation Concorde. C'était aussi l'époque où la Cour des comptes a fait paraître un texte qui disait le contribuable français paye pour que des riches volent en supersonique. Donc les deux gouvernements, d'accord, ont dit on va l'arrêter. Enfin, en fait, dans leur grand courage, ils ont laissé continuer, mais ils ont dit on vous coupe les subventions. Et ce qui est formidable, c'est qu'à la fois Air France et British Airways, ils vont assurer. Et ils vont tellement bien assurer que l'exploitation Concorde, et je le dis très clairement, très fortement, a été, il faut pas, Concorde est basée sur des idées préconçues, catastrophe commerciale, déficit. Non. Il y a eu un moment, du début de l'année 83 jusqu'au jour de l'accident, le 25 juillet 2000, Concorde était très bénéficiaire en Grande-Bretagne et ça, ils peuvent le prouver. En France, c'est plus difficile parce que Concorde était mêlé aux autres machines, mais aux autres compartiments d'exploitation. Mais tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'était très bénéficiaire à une époque où on transportait le président et des choses comme ça, et au moins équilibrer ses comptes. Et ça a été grâce au vol aller vers New York, qui était le seul segment pleinement rentable. Pourquoi? Parce que d'abord, il répondait à la définition que j'ai donnée. Il allait 2 jours vers l'ouest et au-dessus de la mer. Quelque chose de très important, il y avait de part et d'autre, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, un réservoir de passagers assez important pour alimenter les vols. Et puis surtout, l'horaire était très favorable. Alors pourquoi il était favorable? Vous vous rendez compte, vous décollez à 11 heures, ça permet à des gens de passer éventuellement leur bureau avant, ils nous l'ont dit. Enfin, vous partez pas trop tôt, vous arrivez à 11 heures, vous avez un salon, Concorde, dont vous pouvez profiter. Ensuite, vous montez dans l'avion, vous mettez les pieds sous la table, on vous sert un repas de type aux premières. Ça a aussi l'avantage de maintenir les passagers à leur place, parce que la cabine est étroite, donc c'est aussi bien, ils sont tous à table. Et puis, l'horaire est très favorable par son horaire d'arrivée, comme je l'ai dit. Vous arrivez à Kennedy, les formalités se passent à toute vitesse. Donc, ce vol était tellement favorable que on pouvait avoir un coefficient de remplissage optimal, puisque Air France faisait à ce moment-là, et il a continué à le faire, on appelait de surbook, la surréservation. Moi, je me souviens, un jour, on montait au terrain pour rentrer, et on nous a dit, ben, hier, on a débarqué 2 passagers Concorde. C'était en surréservation. C'était l'époque où les compagnies géraient moins bien qu'aujourd'hui la surréservation. Donc, il y avait des loupés comme ça. Mais c'est pour dire que très rentable le vol aller. Sauf que les déficits sont quand même là. Vous ne pouvez pas exploiter une flotte de 7 avions avec des hangars, des pièces détachées, un service de maintenance, de passage, des équipages. Il y a des frais fixes importants. Et donc, il a fallu trouver la manière d'équilibrer les comptes, et ça a été les vols spéciaux. Les vols spéciaux, ça allait du baptême de l'air supersonique. On aimerait bien pouvoir aujourd'hui en faire, hein, c'est plus possible. Mais jusqu'au l'ultimate, c'était le tour du monde en 3 semaines, tour du monde en Concorde. Et donc ça a permis d'équilibrer les comptes, voire de faire des bénéfices. Alors, ces chiffres valent ce qu'ils valent. Et c'est simplement pour vous montrer que l'exploitation Concorde était une niche finalement dans le grand volume de transport aérien qu'il y a sur l'Atlantique Nord. 1500 vols par jour sur l'Atlantique Nord, bon, 3 vols de Concorde.
Une particularité, les Anglais ont été bien meilleurs que nous en termes d'exploitation. Ils n'ont pas manqué de nous dire, c'est parce qu'on est bien meilleurs que vous, bien sûr, on n'en a jamais douté, mais ils ont exploité 2 fois plus les Concorde que nous, mais ils sont dans le prorata du régime du trafic subsonique entre l'Europe et New York. Et puis alors quelque chose qui démontre bien que c'était une niche d'exploitation, c'est qu'il y a eu 14 Concorde mises en ligne, 7 à Air France, 7 à British Airways. Eh bien, cette flotte de 14 Concorde, c'était déjà trop, puisqu'ils étaient sous-employés. Nous, pour faire Concorde, on avait un avion de réserve à Paris, un avion de réserve à New York, c'est-à-dire pour faire un aller-retour, on utilisait 3 avions. Donc, c'est pas l'optimisation de la flotte. Ce que je tiens vraiment à dire très fort, c'est que c'est pas Concorde qui est un échec commercial, comme on le dit régulièrement. C'est le transport supersonique lui-même qui ne fonctionne pas. Et ça, c'était troublant, c'est qu'on le sait depuis 73. 1973, en 72, il y avait 74 options. Le président Pompidou appelle le président Galichon, président de la France, il dit, tu vas m'acheter les Concorde dans la semaine. C'est pour dire que, parce qu'Air France faisait traîner. Donc, il y a 9 Concorde qui sont vendus, 4 à Air France, 5 aux Anglais, et il nous en reste 65 sur les bras. Et ils vont tous se désister au courant 73. Pour info, le premier choc pétrolier, c'est début 74. Donc, il est faux de dire que c'est le carburant qui a tué Concorde. Et Paname, le 31 janvier 1973, annonce très clairement les caractéristiques opérationnelles et commerciales et économiques, ce que je viens de vous raconter là, ne justifie pas son entrée dans notre flotte. Donc on le savait, mais il était trop tard pour arrêter le programme Concorde, c'est pour ça qu'il a terminé. Et à ce moment-là, beaucoup de gens disent, et l'ont dit d'ailleurs à cette époque, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire Concorde. La question qui s'est... Et pourtant, si. Et pourquoi Concorde a été né des génies? Parce que ça tient en 4 mots. C'est Concorde qui a permis Airbus. Et essayez de vous donner des raisons objectives à ça. La première des raisons, c'est que ce sont celles et ceux qui ont fait Concorde, qui ensuite ont fait Airbus. Ça va du compagnon au président directeur général, et je prendrai comme exemple Henri Ziegler. Henri Ziegler est président de l'Aérospatiale, qui a vraiment été un grand défenseur de Concorde, mais qui a lancé l'Airbus 300. Et moi, je peux vous dire que pour lancer un Airbus 300 dans les années 70, il fallait être encore plus audacieux que pour lancer Concorde. Parce que quand le Concorde a été lancé, tout le monde était d'accord. Et là, l'Airbus 300, un gros bimoteur moyen courrier, personne n'y croyait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Boeing a mis 10 ans à faire le Boeing 767, ce qui fait que de l'audace au niveau des moteurs et surtout un succès technique. Le succès technique de Concorde a rejailli sur Airbus, qui a été un avion très réussi. La preuve, c'est que Bernard Latière, qui était le patron d'Airbus, a prêté 4 avions à Eastern Airlines. Vous imaginez? Je vous prête 4 avions, vous les avez 6 mois, vous les exploitez, vous me dites après. Et à la fin des 6 mois, du fait de l'économie du vol, de la régularité, eh bien, ils ont acheté des Airbus. Ça a été le début de la saga Airbus qui, je rappelle quand même, est aujourd'hui le premier constructeur mondial. En fait, il est faux de penser que le programme Concorde a consisté à construire un avion supersonique seulement. Il a surtout hissé l'industrie aéronautique européenne au au niveau des Américains. Un exemple, le fraisage du tôle, ça n'existait pas avant. Après Concorde, le fraisage du tôle a été utilisé
profiter largement. Et puis, une chose qu'on ne dit pas beaucoup non plus, c'est que Concorde a montré ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire coopérer, c'est bien ce que fait Airbus, et puis ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire des comités de décision pléthoriques, des doubles chaînes de montage, des doubles centres d'essai en vol. Donc Airbus a profité de cette expérience de Concorde. Je vais terminer par quelque chose qui est le plus difficile à définir, mais qui est certainement le plus important dans la transition Concorde-Airbus, c'est l'extraordinaire motivation de tous les personnels qui ont travaillé sur Concorde. Et c'est, alors la motivation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, incitation, motivation, enthousiasme. Et cela a rejailli sur le lancement du programme Airbus. Et ce sera le mot de la fin. Ça me fait penser à la fable, vous savez, des 3 tailleurs de pierre sur le chantier d'une cathédrale. Les 3 tailleurs de pierre qui sont en train de faire la même pierre pour le même pilier d'une cathédrale. Et alors on leur demande, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, l'eau. Le deuxième, il dit, moi je suis en train de faire le pilier sud, là. Puis le troisième, il dit, je bâtis une cathédrale. Je pense que dans le programme Concorde, tous ceux qui ont touché à ce programme, eh bien, ils bâtissaient Concorde. Et cet enthousiasme a rejailli sur Airbus, et c'est une raison de succès d'Airbus, et ça n'a pas de prix. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez André Manchon, Daniel Manchon, qui va se lever. Daniel Manchon était commandant de bord Concorde. C'est lui qui a convoyé le Sierra Delta au musée de l'Air le 14 juin 2003. Et c'est lui que vous entendez quand vous visitez le Sierra Delta, qui fait l'annonce. Voilà. Une éruption solaire? Oui, c'était une crainte des concepteurs de cet avion, du fait que l'avion est très haut. En cas d'éruption solaire, au plus largement de rayons cosmiques importants, c'est ce qui se passait. Et puis aussi, les rayonnements cosmiques qu'on subirait plus que d'autres navigants. Donc on avait à bord un enregistreur. Donc sur chaque vol, on notait la dose de rayonnement subi, qui était l'équivalent du 47 qui volait 2 fois plus longtemps que nous. Et puis on avait une alarme si le taux de rayonnement était trop important, une alarme qui nous demandait de descendre à, je ne me souviens plus l'altitude, 45 000 pieds, pour être garanti d'être protégé par l'atmosphère. À ma connaissance, mais peut-être que dans la salle certains d'autres, à ma connaissance, chaque fois que ça s'est produit, c'était une fausse alarme. Donc il n'y a jamais eu, à ma connaissance, réellement d'alerte rayonnement solaire, rayonnement cosmique réel sur Concorde. Et quand on se retrouve en subsonique, c'est vraiment horrible. Moi, j'ai souvenir d'une panne survenue, on était juste un peu après Mach 1.7, donc on était par le travers de l'Irlande, donc on devait avoir 45 minutes de vol. On a été obligé de redescendre et de faire demi-tour, et on a mis 2 heures pour rentrer. Donc, le problème du subsonique, c'est que premièrement, on redescend dans un monde où il y a toutes les routes subsoniques, il y a plein d'avions, et deuxièmement, l'avion, il va doucement, quoi. Vous savez d'ailleurs que, c'est presque un défaut de Concorde, on ne peut pas faire Paris-New York en subsonique. Il a été tellement optimisé pour le supersonique que dès qu'on est en subsonique, on est malheureux. C'est la différence principale entre un pilote civil supersonique de Concorde et un pilote militaire supersonique. Le pilote militaire, quand il est en supersonique, il n'a qu'une hâte, c'est que ça s'arrête parce qu'il voit ses bidons qui se vident. Alors que le pilote civil, il n'a qu'une hâte, c'est de passer en supersonique, à la fois parce qu'il va consommer moins, et puis il va être au-dessus de la mêlée.
Moi, d'ailleurs, il y a une époque, pour des raisons professionnelles, j'ai été obligé de faire l'aller-retour dans la journée en fonction. Donc ça marche très bien quand tout va bien. Mais maintenant, pour l'exploitation supersonique, là, on se met à la place de la compagnie. Est-ce qu'on est capable d'avoir 100 personnes chaque jour, aller et retour, qui vont pour ces sujets? Voilà. Donc économiquement, c'est sûr que c'est l'exception qui confirme la règle, selon ce qu'on dit en France. Le premier vol, c'est celui que l'on fait après 2 mois de travail dans des boîtes noires, dans du simulateur et tout. Et puis un jour, vous vous retrouvez sur un terrain avec un avion, et puis on vous dit, allez-y, faire des tours de piste, des choses comme ça. Ça tient un peu pas des vacances, parce que ce ne sont pas des vacances, mais c'est du bonheur total, parce que c'est comme une forme d'aéroclub sur un avion extraordinaire. Le véritable premier vol, c'est la première fois où on fait un Paris-New York. Et là, moi, je me souviens, parce qu'on cassait la croûte quand même, il fallait se nourrir, et je me souviens renvoyer mon plateau sans avoir mangé la moitié du plateau, et le mécanicien qui était un habitué me dit, tu verras, mon gars, quand tu arriveras à manger le chaud, c'est que t'es lâché. On a raconté ça. C'est vrai que Concorde était entouré de gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Effectivement, j'ai entendu parler d'un chèque, arabe, je sais pas où, qui a du coup affrété un avion. Et on avait beaucoup d'affrètements de gens par le président Mobutu aussi. Un jour, je fais un spécial sur Abidjan, donc j'étais content, parce que j'avais passé du temps dans l'Est Abidjan, pour le maréchal Mobutu. Moi, je croyais que c'était au moins un voyage d'État. Non, non, c'était pour aller au mariage de la fille du président Houphouët-Boigny. Donc, il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui affrétaient volontiers Concorde. Et là aussi, les vols spéciaux, ça n'a pas été que ça a été une minorité, quoi. Les vols spéciaux étaient courants, nombreux, et s'adressaient plutôt à, c'était des vols qui étaient montés avec des sociétés, avec des associations pour rentabiliser. Et les gens qui achetaient une place pour leur chien, parce qu'on disait votre chien, il faut qu'il aille en saule. Achetait Rostropovitch qui achetait une place pour son violoncelle. Bon. Je pense que ça passait en frais professionnels, alors que le prince, le cheikh d'Arabie, je ne sais pas la question. Alors, au niveau opérationnel, il y a eu des équipements qui ont été rajoutés, comme un équipement de détection d'éclatement de pneus. Mais dans le hall Concorde, vous avez des guides de la maintenance, Hubert Protin et Bernard Combel, qui était en charge de la maintenance. Et Bernard Combel était au début, et lui, il peut vous dire, il nous a fait des articles à la Poste pour expliquer que les moteurs Olympus ont été énormément développés pour gagner en fiabilité dans les 10 premières années. Parce que le moteur, nous, on a tous eu des pompages entrée d'air. Pompage entrée d'air, c'est lorsque votre entrée d'air se désaccorde, donc ça fait un truc effroyable, mais c'est jamais que de l'air. Et quand c'est le moteur qui pompe, le moteur il est détruit. Ça brûle, ça. Et au début, il y avait beaucoup de moteurs qui pompaient au décollage ou ailleurs, qui détruisaient. Donc, le Rolls-Royce donc a fait beaucoup, beaucoup de travail pour améliorer la. Donc, si vous allez dans le hall, vous voyez le grand monsieur en rouge là, qui fait les présentations, vous dit, il paraît que parlez-moi de l'amélioration des moteurs Olympus. C'est un élément clé, hein, parce que sans le moteur. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, qui m'a donné des horaires des Concordes anglais que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas faciles à voir. Et je m'aperçois que le départ du Concorde de Londres était à 10h30. Et moi, dans mon souvenir, il fallait qu'on parte à 10h30, donc c'était 11h30 heure française. Il fallait qu'on parte à l'heure, parce que si on avait le moindre retard, eh bien on interférait avec lui et on se retrouvait pénalisé sur Sierra Oscar.
Mais je ne savais pas qu'il y avait une usine à gaz qui avait été montée pour ça. Enfin, nous, on avait comme règle de dire on part à l'heure, parce que si on ne part pas à l'heure, c'est la double peine. Merci. Alors, je crois qu'on peut en effet tout à fait remercier chaleureusement Pierre Grange pour son intervention extrêmement intéressante qui faisait le bilan de Concorde sous un angle pas toujours évoqué. Nous vous proposons par ailleurs, alors il y a encore plusieurs éléments dans le programme, pour ceux qui le souhaitent, ici dans quelques minutes à 15h30, nous allons projeter un film qui s'appelle Un ciel signé Concorde, qui dure 55 minutes, qui est très complet. Vous pouvez parallèlement à 15h30 aussi aller dans le hall Concorde avec le billet pass, et vous pouvez dans ce cadre avoir une visite sur la maintenance qui est tout à fait spécifique. Et puis, vous pouvez aussi aller à la médiathèque où il y a des présentations. On a sorti pour vous un certain nombre de documents et de ressources sur Concorde que vous pouvez demander à consulter à longueur d'année, mais là, on les a sortis exprès pour vous. Voilà, écoutez, bonne suite d'après-midi pour ce voyage.